Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cet amphithéâtre très rempli. Ça fait plaisir de Citéco. Donc nous allons ouvrir ensemble cette nouvelle saison, saison qui s'intitule donc On refait le monde, mutation et enjeux de cette mondialisation. Alors je trouve que le sujet est très vaste, il est forcément très actuel car finalement très bousculé, questionné, voire complètement remis en cause ces derniers temps. Notre monde traverse en effet depuis le début du XXIe siècle des bouleversements majeurs, que ce soit des pandémies, des crises économiques, des tensions politiques, notamment autour des États-Unis de Trump ces derniers mois, ou encore les conflits armés de l'Ukraine à la Palestine, des événements qui vont en fait venir transformer, bouleverser des équilibres qu'on a ou qu'on croit avoir toujours connus. Et dans ce climat d'incertitude, finalement, cette question se pose, émerge. Finalement, la mondialisation est-elle toujours d'actualité ? Et comment est-ce qu'on peut continuer à faire monde, et comment est-ce qu'on peut éventuellement imaginer une mondialisation qui serait plus juste, plus durable, plus soutenable, plus humaine. Voilà. Donc comme le disait Aurélie, vous allez pouvoir voir le programme de toute la saison, et ce soir, on va essayer ensemble de poser les bases de ces réflexions. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, parfait. Je croyais que le micro était un peu... voilà. Et donc, nous allons essayer de cartographier le monde, car pour comprendre la mondialisation, il faut comprendre ces grands équilibres qui structurent notre monde. Quelles ont été les premières représentations du monde? Comment est-ce qu'elles ont évolué jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les grandes étapes de la mondialisation? Et puis, comment on a progressivement modélisé le monde? Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec vous, Christian Grattalou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes... C'est long, écoutez bien. Professeur émérite de géographie à l'université Paris-Cité. Ensuite, vous êtes spécialiste de géohistoire. Vous allez nous dire ce que c'est. Et puis, vous vous intéressez aux représentations géographiques et à leurs influences. Vous avez publié de très nombreux atlas. Le dernier en date, c'est l'Atlas historique du Moyen-Orient. Et puis, en 2023, vous avez publié aux Arènes un livre qui, du coup, est en écho avec le thème de ce soir, c'est Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. Voilà. Donc on va ensemble, pendant 45 minutes à peu près, aller à la croisée de l'histoire, de la géographie et de l'économie. Et puis ensuite, si vous avez des questions qui vous viennent, notez-les dans un coin de votre tête sur votre smartphone, que vous pouvez d'ailleurs mettre en silencieux au passage. Et puis vous aurez la parole, on vous fera passer des micros à la fin de notre entretien. Comme ça, vous pourrez aussi poser d'autres questions qu'on n'aura peut-être pas évoquées. Voilà le programme. Christian Grattalou, qu'est-ce que c'est que ce concept de géohistoire? La façon dont Aurélie vous a présenté, c'est quoi la géohistoire? Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous, merci de cette invitation. Le mot géohistoire a été inventé par un historien très, très fameux qui s'appelait Fernand Braudel, dont vous entendrez d'ailleurs très certainement parler au mois de novembre prochain, parce que c'est le 40e anniversaire de sa mort, donc il va y avoir toute une série de manifestations auxquelles je vais participer. Donc, géohistoire, c'est... En France, on connaît tous l'histoire géo. C'est juste l'inverse. Vous voyez peut-être pas bien ce que c'est que l'inverse. C'est une spécificité très française, l'histoire géo, d'associer les deux. C'est pas dès qu'on franchit une frontière, c'est plus le cas. Faut pas oublier ça. On est souvent surpris, nous les Français. C'est pas mondialisé. Donc, c'est l'idée qu'on ne peut pas s'intéresser à la dynamique d'une société, son histoire donc, sans s'intéresser à sa structure organisationnelle, spatiale, territoriale, sa géographie. Réciproquement, on ne comprend rien à sa géographie si on ne la place pas dans un processus. Donc, c'est faire les deux simultanément, c'est tout. C'est quelque chose qui nous pose donc pas trop de problèmes à nous les Français, et pour moi, très concrètement, ça veut dire faire l'histoire en carte. C'est pour ça que je fais des tas d'atlas historiques. Voilà. Donc, je vais vous parler de mondialisation à partir de cartes qu'on va voir. Donc, je crois qu'il faut que... Voilà, on va voir la première. On va voir les premières cartes. Alors, peut-être un mot sur ces cartes. Elles viennent justement de plusieurs atlas historiques que vous avez publiés, l'Atlas historique mondial et l'Atlas historique de la Terre, qui sont aux éditions L'Histoire et les Arènes. Alors, si on se base donc sur cette évolution historique et spatiale, quelle première définition on peut essayer de donner de la mondialisation? Ben, comme je suis un élève, enfin c'est pour ceux qui étaient au préambule, enfin voilà, la première étape avec les comédiens, avec les poètes, puisqu'ils ont cité mon vieux maître Olivier Dolphus, c'est l'interaction généralisée entre toutes les parties, entre toutes les sociétés. Voilà, en gros c'est ça. Bon, tout simplement, il se trouve, c'est assez plus facile peut-être de comprendre le contraire, c'est-à-dire ce que j'aime bien appeler l'antimondialisation. Quand Christophe Colomb
est arrivé dans les Antilles, les sociétés avec lesquelles il est entré en contact, ce qui a été dramatique parce qu'il leur a amené des tas de maladies, n'avaient aucune idée des sociétés qui étaient à l'est de l'Atlantique. Et Colomb, qui croyait d'ailleurs être au Japon, n'avait aucune idée des sociétés américaines. Donc, il n'y avait pas de mondialisation entre les deux. Mais à partir du moment où ils ont eu des liens, et surtout à partir du moment où Colomb est revenu, et puis d'autres ensuite, et puis beaucoup d'autres, à ce moment-là, se sont créées une histoire commune entre ces sociétés américaines et ces sociétés de l'Ancien Monde. Puisqu'on va dire Nouveau Monde et Ancien Monde, justement, dans ces cas-là. Voilà, donc avant, c'était de la non-mondialisation, à partir d'un processus que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire une diffusion de tous des Homo sapiens sur toute la surface de la Terre, sur presque toutes les terres émergées, le presque étant pour l'Antarctique. Parce qu'à quelques îles bien isolées près, dans l'Atlantique essentiellement, par exemple celle du Pacifique, était toute peuplée. Si je me situe toujours au XVe siècle. Donc, de ce point de vue-là, la mondialisation, c'est la liaison qui se fait entre ces sociétés. J'ai tout de suite évoqué une des principales, qui est une liaison microbienne, une liaison pandémique. C'est ce qui est arrivé en Amérique, ce qui a vidé l'Amérique de ses habitants. Mais c'est aussi une liaison, bien sûr, économique. On a assez vite exploité l'Amérique et les Américains, puis d'autres qu'on a amenés. C'est une liaison culturelle, parce qu'on a amené des traits culturels, et réciproquement dans les deux sens, etc., etc. À partir de ce moment-là, se produit un processus qu'on peut appeler, les mots en ation, comme mondialisation, qu'on peut appeler la construction du monde. La construction d'un niveau mondial, une géographie du monde, qui n'existait pas, puisque les humains avaient fait le contraire jusque-là. Ils s'étaient dispersés à la surface de la Terre pratiquement depuis au moins 60 1000 ans. Enfin, la sortie d'Afrique, comme on dit pour les sapiens, c'est pratiquement 150 000 ans, à peu près. Mais pour les vagues décisives, c'est 100 000 ans. Le passage en Australie, c'est 60 000 ans. Le passage en Amérique, maintenant, c'est au moins 40 000 ans. Mais c'est très peu par rapport à l'époque, par rapport à tout le paléolithique. Mais ces humains, il faut toujours dire un peu de démographie. Ces humains, ils étaient à l'époque, quand je parle de la diffusion, de l'arrivée en Australie, en Amérique, donc à, disons, 40 000 ans, ils étaient moins de 3 millions sur toute la Terre. Donc vous imaginez bien que se diffusant partout, ils s'éloignaient les uns des autres, ils se séparaient les uns des autres. Alors on n'a pas le temps de montrer des tas de cartes, mais il y en a une que j'associe souvent à cela, c'est la carte des langues. Très probablement, peut-être que le tout premier groupe de sapiens parlait tous à peu près la même langue. Il fallait bien qu'ils communiquent. Mais ensuite, tous les groupes se sont séparés et plus ils se séparaient, plus leur langue se diversifiait. Justement, au moment du maximum de nombre de langues sur Terre, il y a au XVe siècle, on considère qu'il y avait au moins 17 000 langues sur Terre. On est à moins de 6 000 aujourd'hui. Par exemple, les aborigènes australiens, que nous, on a tendance à prendre comme un bloc, un ensemble. C'était 500 sociétés différentes, 500 langues différentes. Voilà. Donc, il y avait une non-mondialisation. Eh bien, toutes ces sociétés se sont retissées, les liens se sont retissés entre elles, les rapports entre elles se sont de manière absolument pas irénique. Ça a été violent, brutal. Je parlais d'épidémies, mais il y a évidemment des guerres, des conflits, des exploitations. Mais toutes ces sociétés se sont mises en interaction les unes avec les autres. Et à partir de là, évidemment, ça n'a cessé de progresser. Et on peut fixer des dates différentes. Parler d'une mondialisation il y a à peu près 60 000 ans, c'est non seulement le peuplement de l'Australie, mais c'est aussi l'extinction liée sans doute à la maîtrise du feu qu'avaient les humains de la mégafaune. Enfin, des mégaphones des différentes régions. La mondialisation, c'est avec le néolithique, il y a 12 000 ans. C'est à partir de là, la croissance démographique devient forte, et plus on est nombreux, c'est comme dans cette salle aujourd'hui, plus les liens, plus les proximités sont faibles, trop fortes, je veux dire. Plus on est nombreux, plus on est serré, si vous voulez. Alors, on n'est pas si serré que ça sur Terre, mais je m'étais amusé à faire le calcul. On dispose de moins en moins d'espace par personne, et de la distance moyenne, si on était répartis également, est de plus en plus faible. La mondialisation, c'est d'abord ça. On est plus nombreux. Les sociétés sont plus nombreuses, ont plus de contacts. On a ensuite des moyens de transport, de communication, etc., qui sont de plus en plus forts. Donc,
On peut parler d'un moment fort de la mondialisation au XVe, XVIe siècle, avec ce qu'on a appelé autrefois les grandes découvertes. Effectivement, là, il y a une interaction. On va voir l'échange colombien tout à l'heure. Et puis, souvent, c'est comme l'Anthropocène, hein, c'est à peu près les mêmes idées de date, avec la révolution industrielle. On a des moyens de communication beaucoup plus forts. Et puis, évidemment, après 1945 et surtout après 1990. Mais c'est le mot mondialisation, il apparaît dans notre vocabulaire courant en 1980. C'est le moment où il tombe dans le domaine public, si j'ose dire. Il arrive dans le Petit Larousse et le Petit Robert. Le mot était apparu, je crois que la première occurrence qu'on connaît, c'est 1904. C'était Pierre Coubertin qui l'avait, comme ça, utilisé ce néologisme dans un article du Figaro. Mais enfin, ça a été peu de choses. Il apparaît massivement dans la littérature du journalisme économique. C'est là que ça se développe dans les années 1970, c'est-à-dire au moment où se développe le GATT, le commerce international, et puis surtout la mondialisation financière à la fin des années 70. Donc, évidemment, Thatcher, Reagan qui vont être associés à ce phénomène. Depuis, le mot n'a cessé de se développer, et on dit souvent mondialisation tout simplement pour dire monde, c'est-à-dire cet espace géographique dans lequel nous sommes tous et dont nous sommes tous dépendants. Donc finalement, à vous entendre, en fait, dès qu'il y a des hommes qui bougent et qui se déplacent sur cette surface monde, finalement, à partir de ce moment-là, puisque vous êtes remonté très très loin et on le voit encore sur cette carte, dès qu'il y a des hommes qui se déplacent, il y a une mondialisation, il y a des contacts, il y a des liens qui se créent entre sociétés. Quand ils se déplacent en s'éloignant les uns des autres, c'est le contraire. Ils se démondialisent, ils s'oublient, ils parlent des langues différentes. Mais quand ils se recontactent et qu'ils se mettent à notre rapport les uns avec les autres, là, il y a de nouveau mondialisation. Donc, on a constamment les deux processus qui jouent les uns. C'est ça, en fait, c'est comme un élastique qui se tend et qui se détend. Et on peut se démondialiser en construisant des murs aussi. Tout à fait. Et est-ce qu'on va aussi vers un monde dont on a une représentation, parce que vous parlez de cartes, finalement, est-ce que c'est un monde qui est géocentré quand nous on parle de mondialisation et qu'on a la représentation des cartes du monde, on est tout à fait au centre. Donc en fait, est-ce que cette mondialisation est aussi dépend de notre perception du monde. Oui, mais là, ne me lancez pas dans le problème de la représentation, dans la représentation visuelle des cartes et du message subliminal, j'aime bien cette expression de psychanalyste, pour ce que le fond de carte nous dit. Mais de toute façon, vous partez d'une chose, et les cartes sont toutes il est absolument indispensable d'avoir des cartes, sinon on n'y comprend rien, on manque les deux dimensions, mais toutes les cartes sont fausses. Et en particulier les planisphères, tout simplement parce qu'ils ont des bords. Et que la surface du globe, la surface du monde, donc, c'est justement d'être circulaire. Le monde, on le connaît bien pour le monde de la bourse, par exemple, et le soleil ne se couche jamais, puisqu'il y a toujours, quand Tokyo ferme, c'est Francfort qui ouvre, ou Londres, et quand Londres ferme, c'est New York, etc. Et Tokyo va rouvrir. Donc, on est constamment dans un monde qui est toujours en activité, même si une partie de ce monde dort. Et le planisphère ne peut pas le montrer parce qu'il a des bords. C'est tout simplement. Alors ensuite, bien sûr, en général, il est centré sur le méridien de Greenwich, avec le nord en haut. Ça, c'est notre vision du monde qui nous déforme un peu les choses. C'est que longtemps, dans les manuels scolaires, il y avait, en France en particulier, la France, c'est le pays le plus formidable, parce qu'elle est exactement au centre du monde. Et on le montrait par un planisphère où on était à égale distance du Kamtchatka, de l'Alaska, de la Terre de Feu et de la Nouvelle-Zélande. Vous voyez, ça marche. C'est comme ça, c'est au milieu. La preuve. Évidemment, on peut le faire très bien. Et l'Australie a fait une carte qui est devenue une carte postale, une icône en Australie, où c'est l'Australie qui est au milieu. Et ça tombe très bien. Il y a tout le monde tout autour, toutes les terres émergées. On peut le faire n'importe où. Ce genre de phénomène peut vous démontrer que l'île de Pâques, ou l'Antarctique, c'est le milieu du monde. Mais je pense que c'était bien d'avoir effectivement cette idée, de se sortir plutôt de cette idée pour reconsidérer un petit peu le monde différemment. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et notamment sur cette carte, alors là, on voit plein de flèches. Alors, vous allez nous dire, est-ce qu'on peut faire monde, on peut faire mondialisation que dans une partie du monde, parce que finalement, c'est ce qui est quand même arrivé, c'est ce qu'on voit sur cette carte. Il y a quelque chose dans un processus historique de temps très long, très brodélien justement, c'est que parmi les sociétés sur Terre, donc je ne dis pas du monde, il y en a certaines qui étaient très loin et qui, en particulier, il y a 15 000 ans, à peu près, se sont coupées des autres parce que la glaciation s'est terminée et que le niveau des eaux est remonté. Par exemple, pour aller en Amérique, on est beaucoup passé par la Béringie. Là, vous n'avez pas appris ce qu'était la Béringie à l'école, vous avez appris ce qu'était le détroit de Bering. Mais si on se remonte il y a 20 000 ans, il n'y avait pas un détroit, il y avait un isthme. La Sibérie et l'Alaska étaient en continuité.
Puis le niveau de la, parce que c'était le niveau de la mer était à 130 mètres plus bas que le niveau actuel. Hein. Donc maintenant, c'est au contraire recouvert par les eaux. C'est pas très long, pas très large. Mais néanmoins, les Américains ont été largement coupés de l'ancien monde. Même chose pour les aborigènes australiens. Donc on a, où là aussi, la discontinuité maritime a été augmentée. Donc on a des sociétés qui sont très largement coupées, mais la grande majorité démographique des humains, ils sont là, sur cette carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez de la Méditerranée au Japon, aux mers de Chine, vous avez 75% des humains. Mais si vous étiez il y a 2000 ans, comme sur cette carte, eh bien, il y avait 75% des humains. Alors certes, il y avait 100 millions d'hommes sur Terre, on est 8 milliards, mais ça faisait quand même 75%. Donc cette réalité, finalement, n'a pas changé? Pas tellement. Et il y avait déjà une forme de mondialisation entre ces sociétés, parce que les Romains connaissaient les Chinois, les Romains aimaient, enfin, quelques riches Romains achetaient au prix de l'or, exactement au même poids, de la soie, dont la Chine avait le monopole de production. Et les Chinois étaient extrêmement friands d'objets mystérieux en verre qu'on savait fabriquer seulement dans l'est de la Méditerranée. Il y avait déjà des produits qui circulaient. Ce qu'on appellera plus déjà, d'ailleurs à cette époque, enfin le terme est du 19e siècle, mais la réalité existait déjà, ce qu'on appelait les routes de la soie. Mais aussi, et d'abord avant tout, des routes maritimes hein, par lesquelles ça circulait. Donc il y avait une circulation des biens, une circulation des maladies, la peste de Justinien, c'est un peu après. Il y avait une circulation des connaissances, des diffusions religieuses, etc. Et des migrations également. Pas toujours sympathiques d'ailleurs. Hein. Et alors finalement, est-ce qu'on peut dire, quand on voit cette carte, et vous parliez tout à l'heure de l'ancien monde et de l'Amérique qui était coupée notamment, de l'Australie aussi à cause des glaciations, est-ce qu'on peut dire que la mondialisation finalement c'est un concept qui est centré sur seulement une partie de la Terre et vous parliez tout à l'heure des grandes découvertes qui s'est exportée ensuite alors? Oui, bien sûr. La mondialisation, on peut l'imaginer. C'est une chose que je fais, mais je ne vais pas le faire ce soir. La mondialisation, on peut l'imaginer réalisée par d'autres que les Européens. Alors, finalement, c'est ça ce qui s'est produit. On va le voir d'ailleurs dans peu de temps. Mais ça aurait pu très bien être les Chinois. Ça a bien failli d'ailleurs être les Chinois au XVe siècle, puisqu'il y a des grands voyages chinois au début du XVe qui vont jusqu'en Afrique et il ne leur en fallait pas beaucoup pour continuer et arriver en Europe ou en Amérique. Donc il y aurait eu non pas de grandes découvertes, mais des découvertes chinoises. Et puis le monde parlerait chinois. Mais c'est facile dans cet axe de l'ancien monde. On peut imaginer également une histoire indienne ou une histoire persane ou une histoire arabe de cette mondialisation. Mais si vous imaginez, là il faut faire un effort un peu plus grand, une mondialisation aztèque ou malienne ou, ce qui ne serait pas absurde, polynésienne. Il ne faut pas oublier que ça a été les plus grands navigateurs, hein, les 2/3 de Madagascar à l'Amérique, hein, les 2/3 de la circonférence terrestre ont été couverts par les Polynésiens. Hein. Donc, on peut imaginer une autre histoire de ce tissage de ce niveau mondial. Mais il se trouve que ça a été les Européens. Peut-être pas tout à fait un hasard, non pas parce qu'ils avaient des qualités particulières, mais parce qu'ils étaient dans un bout du monde où après qu'au XIIIe siècle, il y a eu une explosion considérable des échanges qui sont liés à l'Empire mongol, qui a concentré dans un système, dans une structure géopolitique, le plus grand empire terrestre jamais réalisé. Mais c'était d'abord des caravaniers, les Mongols. Donc ils construisaient cette grande structure géopolitique pour pouvoir avoir un contrôle des routes, les fameuses routes de la soie. Et donc les échanges ont explosé. C'est ce que dans notre petit coin, là à gauche, là, vous voyez le petit truc qu'on a appelé le cap de l'Asie, l'Europe, on a appelé le beau XIIIe siècle. Hein, le temps des cathédrales. Bon, ça, c'est un grand moment économique de ce qui déjà on peut commencer à appeler l'Europe, parce que justement, les échanges fonctionnent bien. Il y a une mondialisation économique et c'est Marco Polo, par exemple. Hein. Mais au XIVe, peste noire, effondrement de la population d'au moins un tiers. C'est pas le Covid, hein, c'est plus sérieux. Et puis, des désordres épouvantables, c'est Tamerlan, par exemple. Donc, vous avez un XIVe siècle épouvantable, et au XVe, ça reprend.
Alors, je crois qu'on a une carte sur le 15e siècle. Voilà, là, si, donc vous avez raison, c'est celle-là. Vous avez vu la transition. Voilà, donc à ce moment-là, on élargit un peu là ou pas? On élargit un peu là. Et un petit peu, l'Afrique commence à être un peu intégrée. Donc au 15e, ce qui est un phénomène frappant, c'est qu'au début du 15e, on se remet à chercher des liens et des connexions. C'est un peu la pagaille au milieu. Donc d'un côté, en Chine, on va envoyer des bateaux qui vont traverser tout l'océan Indien, aller jusqu'en Afrique. C'est ce qu'on appelle les explorations de l'amiral Cheng He. Ça a duré de 1405 à 1432. Il y en a eu 7 grandes expéditions. Puis c'était du sérieux. Hein. Ce n'était pas les 3 petites caravelles de colons. C'était 30 000 personnes. C'est d'énormes flottes. Et puis à l'autre bout, les Portugais commencent eux aussi à essayer de contourner l'Afrique. Puis finalement, les Chinois vont s'arrêter. C'est une question importante, je ne vais peut-être pas l'aborder tout de suite. Et les Européens, eux, vont continuer. Et en voulant essayer de trouver les meilleures routes possibles pour contourner l'Afrique, ils vont buter sur l'Amérique. Voilà, c'est en gros l'histoire. Donc, cette mondialisation ancienne, qui existait peut-être même depuis le Paléolithique. Le préhistorien Leroy-Gourand voyait des communications qui circulaient dans l'ancien monde, moi j'aime bien dire l'Euphrasie, sur ces routes avec un peuplement déjà, on voit des diffusions. Au Néolithique, on voit les diffusions du blé, par exemple, qui va jusqu'en Chine. Mais ces liaisons anciennes, cette mondialisation partielle ancienne, c'est celle qui s'étend au monde entier à partir du XVIe siècle, de manière inégale. Et alors, qu'est-ce qui fait, et on va le voir, je crois, sur la prochaine carte, qu'en fait, les Européens continuent cette exploration du monde, cette mondialisation? Vous dites les Chinois s'arrêtent. Qu'est-ce qui sous-tend derrière cette curiosité du monde? C'est quoi? Oui, la curiosité a joué un rôle, hein. C'est évident, et c'est évident de tous les côtés. Simplement, il ne faut pas oublier que toutes ces histoires, au début, c'est risqué et coûteux. Traverser l'Atlantique, c'est pas grand-chose, c'est pas très large, c'est 1000 km au maximum, l'Atlantique. Ça demande 3 semaines pour arriver aux Antilles, puis 3 semaines encore pour arriver au Mexique, quand tout va bien. C'est quand même déjà dangereux. Entre autres, le grand danger, c'est pas les tempêtes, c'est rare. Puis c'est des bons marins, puis c'est des bateaux en bois, ça flotte. Non, le premier danger, c'est de rencontrer un autre bateau européen. Ça peut, généralement, c'est pas sympathique. Et les pirates aussi déjà? Non, les pirates, c'est le grand moment des pirates, c'est au moment où les Européens sont en pleine guerre, c'est-à-dire à l'époque de Louis XIV, en gros. Hein, plus tard. Puis après, on met de l'ordre. Et avant, il n'y en a pas encore beaucoup parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'échanges. Mais pour traverser, il faut prendre des risques. Alors, pour aller ensuite d'Europe en Asie, ce que feront plus tard au XVIIe siècle les compagnies des Indes, là, il faut compter aller-retour de l'ordre de 5 ans. Parce qu'il y a des tas d'étapes, des arrêts, il faut attendre que la mousson change. Enfin, vous voyez, donc, quand tout va bien, c'est 3 ans, mais ça peut être jusqu'à 5 ans, changeant éventuellement de bateau. Donc, c'est très long et c'est très dangereux. Donc, ça suppose beaucoup de sous. Donc, il faut que ça rapporte. Et à ce moment-là, c'est l'Europe qui peut le faire uniquement? Oui, mais ce n'est pas que l'Europe soit plus riche, simplement l'Europe est demandeuse. Parce qu'en Europe, il y a un problème, on est en manque. Y compris d'ailleurs de drogue, hein, vous allez voir. Mais enfin, globalement, on est en manque. En effet, l'Europe a une difficulté, elle est coincée au nord de la Méditerranée dans un monde tempéré, ou tempéré froid. Or, depuis des siècles, elle consomme des produits tropicaux, ce qu'on appelle en gros les épices. Donc, pour ça, il faut échanger. Et depuis, ce qui est un bon élément de notre mondialisation, que je n'ai pas évoqué, depuis le VIe siècle avant notre ère, il y a une commune mesure de la valeur, je ne peux pas ne pas le dire dans cette maison, qui est l'invention de la monnaie métallique, l'or et l'argent. Ça, c'est propre à cet axe de l'ancien monde. Ce n'est pas les Américains, ils ont des monnaies, hein, mais ils font autre chose. Ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Polynésiens. Donc, ils ont besoin d'or et d'argent pour s'acheter des produits qu'ils ne font pas chez eux. Alors, ça peut être la soie, d'ailleurs, hein, ça, bien sûr, c'est le poivre, mais c'est surtout le sucre. Le truc essentiel dont ils ont besoin et dont ils sont en manque, hein, c'est le sucre. Donc, les Européens cherchent à le produire. Simplement, ils savent très bien comment on produit du sucre. Les Égyptiens leur en vendent, ils en produisent dans la depuis très vite, même au 15e, le Maroc en produit. Mais eux, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un hiver. Et que la canne à sucre, elle dure 18 mois et elle ne supporte pas l'hiver. Alors, il y a un petit truc, ils commencent à gagner en fabriquant les premières îles à sucre au 15e siècle. C'est ce qu'on appelle maintenant la Macaronésie, c'est-à-dire Madère, les Açores, les Canaries.
Ils s'emparent de ces îles qu'on connaissait, mais qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Et là, ils vont faire pousser de la canne à sucre parce qu'ils ne gèlent pas dans ces îles. C'est déjà les alizés. Hein. Et vous voyez, c'est l'antichambre pour traverser l'Atlantique, ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'autre côté de l'Atlantique? Des îles à sucre. Ah, il y a des petites îles, hop, ils vont y amener des esclaves. Ça, ils le faisaient déjà à Madère au XVe siècle, sur le modèle égyptien ou marocain. Et ils vont s'emparer de régions tropicales. Donc, pendant 3 siècles, jusqu'au XIXe siècle, ce qui intéresse les Européens, ce sont les régions tropicales. Le Mexique, le Brésil, le Pérou. Alors, en plus, dans ces régions tropicales, ils trouvent ce qu'ils n'arrivent plus à trouver chez eux parce qu'ils ont raclé tous les filons, c'est de l'or et de l'argent. Parce que ces sociétés, il y avait des mines, et ces sociétés ne les utilisaient presque pas. Ils faisaient des bijoux, des trucs comme ça, c'était joli. Mais ils ont commencé par piller, bien sûr, ce que les Incas ou les Aztèques avaient fabriqué avec l'or et de l'argent, mais ça n'a pas été loin. Ensuite, ils les ont fait travailler pour creuser les mines, et donc vous avez tout ça. Ce qui a permis à l'Europe d'avoir plein de monnaie, qui lui a permis à son tour d'échanger avec le reste du monde. Et là, on a un circuit de mondialisation. Donc en fait, la mondialisation, c'est pas forcément la curiosité des Européens, mais leur gourmandise avant tout, quoi. Ouais, enfin c'est plus que de la gourmandise. C'est une manière de le résumer quand même. Oui, tout à fait. Je pourrais vous raconter des histoires de confiture si vous voulez. Oui, bien sûr. Non, mais le sucre a joué un rôle effectivement non négligeable. Il ne faut pas réserver ça au sucre, parce qu'après le sucre, vous aurez par exemple, j'ai écrit un bouquin sur l'histoire du petit déjeuner, qui est une invention du XVIIIe siècle. Le petit déjeuner au sens où nous on l'entend. L'adjectif petit n'apparaît qu'au début du 19e. Mais au 18e, on se met à consommer du thé, du café, du chocolat, qui est une boisson liquide, le chocolat, qui viennent l'une d'Asie, l'autre d'Afrique et l'autre d'Amérique. C'est génial. Mais on s'est mis à les consommer le matin, entre autres, en particulier, en plus avec du sucre d'ailleurs. Et tout ça, on ne le produit pas en Europe. Donc, on s'est mis au XVIIIe siècle à avoir massivement des entreprises agricoles, c'est-à-dire des plantations. Et c'est donc au XVIIIe siècle qu'il y a eu un maximum de traite négrière transatlantique. Il y a à peu près 13 millions de personnes qui ont été déportées d'Afrique en Amérique parce qu'il fallait faire travailler les plantations pour sucrer. Comme dit le nègre, excusez-moi de l'expression, c'est de Voltaire, hein, le nègre de Candide, hein, qui dit « Et c'est comme ça, monsieur, que vous pouvez manger du sucre ». Alors, à partir de quand? Donc, on a vu qu'on était parti finalement de la mer de Chine et de la mer Méditerranée. On a vu comment les Européens avaient colonisé, comme vous dites, le monde. À partir de quand la mondialisation devient réellement mondiale, quelque part, concerne réellement toutes les sociétés qui sont sur Terre? Dès le XVIe siècle, les Européens ont été au Japon, ont fait le tour de l'Amérique, ont touché les îles du Pacifique, ont frôlé l'Australie. Ils iront vraiment qu'au XVIIe siècle. Hein. D'ailleurs, c'est seulement à ce moment-là qu'ils s'aperçoivent que c'est une île, c'est pas un bout d'un grand continent qu'ils imaginaient dans le sud. Donc oui, ça se fait petit à petit à partir de ce moment-là. Mais et les autres sociétés? Si je voulais prendre une date symbolique, ce serait 1521, 1523, c'est-à-dire Magellan. Type qui fait le tour du monde. Enfin, c'est pas lui qui le fait, mais enfin, son équipage va jusqu'au bout, lui, il meurt en route. Mais vous avez là quelque chose qui est une première forme de ce bouclage que ne peut justement pas bien représenter le planisphère. Alors, vous parlez de Magellan, donc on parle des routes maritimes qui vont donc s'étendre, et donc là, on va arriver à une mondialisation qui sera plus globale, c'est ça? Voilà, qui va vraiment concerner maintenant toute j'étais content que vous choisissiez cette carte parce qu'au moins elle a une projection qui est un peu bizarre. Je pense que vous avez un peu de mal à vous y retrouver. C'est effectivement, on voit le Pacifique qui est en haut, je ne peux pas dire au nord, hein, puisque le pôle Nord il est pratiquement au centre de la figure, et que tout le périphérie c'est du sud. Hein. Mais ça nous permet d'avoir une autre image du monde. Hein, et de ce fait, je ne vais pas le développer, mais c'est important de comprendre par où on passe. Et pour savoir par où on passe, même aujourd'hui, mais a fortiori à l'époque de la marine à voile, il faut connaître les courants et les vents. Sachant que le premier grand espace d'échange, c'est l'océan Indien, et ça bien avant que les Européens y aillent, hein, parce que les moussons, c'est ce qui a permis de faire les premières navigations hauturières. C'est très simple, vous partez de Socotora, par exemple, au débouché de la mer Rouge, vous avez qu'à filer plein est, ça c'est pas difficile, au soleil levant si vous voulez, et vous tombez en Inde. Et puis vous pouvez continuer et vous tomberez dans la péninsule indo-chinoise. Ça c'est vrai en été, puis en hiver, si vous attendez le changement de mousson,
Vous faites la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, pour les échanges maritimes, et les Grecs, déjà, ont navigué dans l'océan Indien, mais des Indiens ou des Persans l'ont fait bien avant eux. Donc, on trouve, avec des sites archéologiques qui remontent à 2000 ans, des vaisselles chinoises sur le littoral de l'Est de l'Afrique, par exemple. Et vous nous parliez tout à l'heure, vous nous avez dit, on va y revenir, vous parliez de l'échange colombien. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit précis du monde? Alors, on a donné, c'est un historien états-unien qui a donné le nom de colombien à cet échange qui explose au XVIe siècle. J'en ai donné un exemple il y a un instant en disant, ben voilà, le sucre, la canne à sucre. Alors, la canne à sucre, c'est un truc qui naturellement poussait en Asie du Sud-Est, qui a été domestiqué, qui est devenu une plante domestique dans les plaines du nord de l'Inde dans le premier millénaire avant notre ère. C'est là qu'on a inventé la plantation, l'esclavagisme, parce qu'il faut une production massive pour pouvoir travailler la canne, puis qui s'est diffusée vers l'Est, et c'est comme ça que les Européens ont connu la canne à sucre avec les croisades, en gros. Et puis, ils l'ont implanté dans les îles de l'Atlantique, comme Madère, puis ils l'ont emmené très vite. Là, de l'autre côté, on raconte que les rois catholiques, quand ils ont fait le debriefing de Christophe Colomb après son premier voyage, les rois catholiques lui ont demandé « Est-ce qu'il y a de l'or ?» Première question. Alors, il a triché, il a dit oui. Il y en avait un petit peu, mais c'était rien. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a du sucre? Oui, deuxième question. Et Colomb a dit non, je ne sais pas. Mais dans son deuxième voyage, il avait des plants de canne à sucre dans les cales de ses caravelles, et il s'est aperçu tout de suite que ça poussait drôlement bien aux Antilles. Donc, on a le développement d'un produit d'origine ancien monde vers le nouveau monde. De même, les Européens vont amener en Amérique du blé, il n'y en avait pas, des vaches, des moutons, des chèvres, des chevaux, il n'y en avait plus, il y en avait eu, mais il n'y en avait plus, etc. Et réciproquement, les Européens vont ramener dans l'ancien monde de la pomme de terre, de la tomate, du tabac, très peu d'animaux, hein, le cochon d'Inde, la dinde, etc. C'est marginal, mais ils vont ramener surtout des plantes, le maïs. Donc rien que pomme de terre, maïs, c'est déjà important. Et puis aussi d'autres plantes qui ne vont pas pousser en Europe, mais éventuellement ailleurs. Par exemple, dès le XVIe siècle, on se met à cultiver en Afrique et à en faire une plante extrêmement importante, du manioc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le manioc est devenu presque une plante identitaire de l'Afrique noire. Or, c'est une américaine, c'est une plante qui naturellement poussait en Amazonie. De même, ils ont ramené le cacao, puisque le chocolat, puisque je l'ai cité tout à l'heure, qui vient d'Amérique également. Et aujourd'hui, vous savez que le chocolat pousse surtout en Afrique, alors que c'est une plante américaine, et que le café, qui est une plante d'origine africaine, pousse surtout en Amérique. Bon, voilà typiquement un exemple de l'échange colonial. On peut développer, voir tous les produits, tous les exemples, sachant qu'il y a quelques diffusions de produits qui ne sont pas liés à cet échange colombien. Par exemple, l'arbre à pain qui vient d'Amérique et qui s'est diffusé à travers tout le Pacifique et jusqu'en Asie, c'est plus ancien. Ou bien alors, c'est des choses beaucoup plus récentes et qui peuvent prendre des connotations identitaires. Par exemple, quand on dit kiwi, on pense Nouvelle-Zélande. Oui. Et le kiwi est asiatique. Et c'est venu juste au début du XXe siècle en Nouvelle-Zélande, où là ça a explosé, mais de même que la vanille n'est pas malgache ou réunionnaise, elle est mexicaine, etc. Et la pomme de terre n'est pas irlandaise non plus, d'ailleurs. Donc ça fait longtemps qu'on fait des apprentis sorciers en fait à mettre des plantes qui n'y étaient pas au départ. Oui, puis les maladies qui vont avec. Enfin, et bon. Voilà. Et en fait, quand on regarde cette carte, la mondialisation, ce sont surtout des échanges de marchandises. Là, en l'occurrence, plutôt des produits que l'on peut consommer, que l'on peut manger. Comment est-ce que ça évolue ensuite est-ce que la mondialisation, ce ne sont que des échanges de marchandises finalement pendant très longtemps? D'abord, non. Ce sont aussi des migrations humaines. Parce que vous nous en parliez au tout début, quand on voyait Sapiens se déplacer. Alors, Sapiens s'est déplacé, mais on n'a jamais cessé de bouger. Nous sommes un animal totalement mobile. Ça c'est un des points absolument essentiels hein, de bien comprendre. On a une contradiction, on est très mobile, on est capable de faire 25 km par jour. Si vous marchez 25 km par jour tout le temps, il vous faut moins de 5 ans pour faire le tour de la Terre. Hein. Enfin, pour faire 40 000 km. Bon, il n'y a pas de route, hein, mais enfin, qu'il faut ça, mais vous pourriez. En même temps, on a besoin de proximité. Parce qu'on a besoin de société pour vivre, parce que, entre autres, on a une particularité par rapport à tous les autres primates, que nous sommes des primates, mais si on nous compare aux autres, nous sommes des terribles prématurés. Notre station debout fait que nos bébés sont vraiment incapables de se débrouiller et de se débrouiller pendant longtemps.
Il n'y a qu'à prendre ce qu'un gamin de 3 ans sait faire par rapport à un chimpanzé, même d'1 an. Hein, c'est pas... donc, donc, ils ont bon, sans aller jusqu'à Tanguy, hein, il y a... oui, c'est le cas limite, mais... bon, enfin, plus trop aujourd'hui, je crois. Non, j'ai d'ailleurs beaucoup donné, en tant que père, je veux dire. Mais vous avez ce besoin qui fait qu'on a eu la nécessité historique d'avoir des sociétés groupées, qui est un élément pour l'anti-mondialisation, parce qu'il faut des petits groupes de sociétés. Donc les humains ont bougé, et ensuite, avec à partir du XVIe siècle, des Européens ont été en Amérique, au fond, très très peu avant le XIXe. Il ne faut pas oublier, pensez juste à un exemple. Le Portugal, grand acteur, fin 15e, début 16e, de ce début de mondialisation. Il y avait moins d'1 million d'habitants au Portugal. Combien d'hommes, parce que les femmes étaient peu concernées dans l'affaire, combien d'hommes pouvaient quitter le Portugal chaque année comme marins ou comme colons? Quelques centaines. Avec ça, comment vouliez-vous peupler le Brésil, aller contrôler les routes des Indes, aller jusqu'aux Philippines et au Japon? Enfin bon, donc ils y arrivaient, mais c'était dérisoire, c'était des métissages nécessairement, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Ça jouait. C'est à partir du XVIIIe que ça commence à être un peu important. Et alors, avec l'explosion démographique de l'Europe, eh bien, se traduit par des grandes migrations européennes. Mais ils ont aussi introduit les migrations forcées. Il ne faut pas oublier, j'ai parlé des traites négrières, mais il y en aura ensuite les coulis dans le Pacifique. Enfin, on a beaucoup créé de migrations forcées. Et ensuite, il y a des migrations qui ne sont pas forcées, qui sont volontaires, de population. À partir du 19e, c'est un phénomène qui devient massif quand les moyens de transport, le bateau à vapeur en particulier, va le permettre. Et est-ce que la mondialisation, ou alors je ne sais pas comment je dois poser la question, à partir de quand la mondialisation a-t-elle été synonyme d'inégalité entre des zones sur Terre, ou est-ce que la mondialisation a toujours été vectrice d'inégalité? Alors ça, c'est vraiment une question essentielle, parce que si vous pensez, même si vous vous souvenez de la toute première carte qu'on a vue ensemble, qui était cet axe du monde il y a 2000 ans. Il y avait même si pour monter encore plus loin, il y avait des Romains, des Égyptiens, des Perses, des Chinois, des Indiens, les Japonais étaient encore c'était encore presque en néolithique. Et je pensais juste ces sociétés qu'on appelle souvent des grandes civilisations. Eh bien, dans ces sociétés, il y avait de très fortes inégalités, dans toutes. Il y avait des fellahs, au sein même de ces sociétés, il y avait les pauvres paysans, les fellahs égyptiens, les Chinois qui étaient dans les rizières, tout ça. Il y avait des pauvres qui travaillaient, qui produisaient de la richesse. Et puis, il y avait des gens qui en profitaient, qui dirigeaient, qui créaient de la réalité culturelle, qui étaient des prêtres, des souverains, qui avaient des soldats, etc. Donc, partout. Les inégalités étaient fortes à l'intérieur des sociétés. Mais est-ce que les Chinois étaient plus riches que les Romains? Ou les Indiens, les Perses qui étaient entre les deux, si vous voulez? Non. Ça se ressemblait au total. Alors, je ne crois pas qu'un grand chevalier romain très riche, un grand sénateur romain était plus ou moins riche qu'un mandarin chinois. Je suis sûr, c'est que le paysan, dans les deux cas, était le plus pauvre, ça c'est sûr. Bon, on peut continuer comme ça, et j'aurais pu même étendre et dire chez les Aztèques, les Incas, au Mali, oui, ce n'était pas très différent. Les écarts étaient forts à l'intérieur des sociétés, mais pas entre sociétés. Mais si on se place au XXe siècle, ce qu'on apprenait à l'école dans les années 60, 70, 80, pays sous-développés, pays développés, ou même pays moins avancés, pauvres, riches. Oui, c'est la carte que j'ai mise là. Il y avait des pays qui étaient pauvres et des pays qui étaient... Et puis un écart. Aujourd'hui, on appelle ça Nord-Sud. Depuis 1980, c'est un effet de la pensée de la mondialisation. Eh bien, là, on a un monde beaucoup plus lié et beaucoup plus inégal. C'est le processus s'est fait en même temps. Et remarquez, c'est ce que j'avais voulu montrer sur cette carte, que ça correspond beaucoup, au milieu du XXe siècle, la région des pays pauvres, les pays sous-développés, à la région intertropicale. Je précise bien que je ne dis pas que c'est parce qu'il fait chaud qu'ils sont pauvres. Surtout pas. Mais c'est parce qu'il y a un héritage historique de la colonisation des milieux tropicaux par les Européens, des déplacements de population, des traites, que dans les régions intertropicales se sont mis en place des cumuls économiques, des processus économiques d'inégalité au détriment de ces pays, au profit des pays tempérés européens ou de type européen, le Japon par exemple.
Et ça, c'est à partir du XXe siècle. Oui, non, c'est très lisible dès le XVIIIe. On le perçoit au XVIIIe, on le lit très bien au XIXe. C'est très clair, caricatural au milieu du XXe siècle. Depuis, ça se diminue un peu. Pensez à l'évolution de l'Inde. Mais enfin bon, en Afrique, c'est pas en Afrique subtropicale, s'entend. L'Afrique noire, c'est pas encore d'inégalité forte. Hein. Et on va arriver à la fin de notre échange et à une dernière carte. Et c'était important de comprendre combien en fait la mondialisation a été vectrice de ces inégalités entre les différentes sociétés, les différents pays, parce que ça pose bien sûr une question sur la lutte contre le réchauffement climatique et parce que du coup il y a comment on s'est posé la question au départ de comment faire monde ou comment refaire monde. Est-ce que la question climatique peut nous amener à faire monde et à se retrouver, ou est-ce que ces inégalités et ces disparités sont trop fortes? Alors, il y a l'inégalité et il y a le lien, la force du niveau mondial, qui est à mettre en regard avec, et j'ai cité la notion d'anthropocène, bon, pas le moment de discuter, mais parce que c'est la même chronologie pratiquement que la question de la mondialisation. Il ne faut pas oublier une chose, la première, je vais le dire par une formule brutale, tout ce que je viens de vous raconter prouve que nous sommes une espèce invasive. Hein, on l'a vu dès la première carte, Sapiens, et avant lui Homo erectus, se sont répandus un peu partout. L'Erectus s'est limité à l'ancien monde, à l'Euphrasie, mais Sapiens, il était partout. En allant partout, il a tout transformé. Je vais citer dès il y a 30 ou 40 000 ans, l'utilisation massive du feu pour chasser, pour déboiser, qui a tué très largement les mégafaunes. C'est très net en Australie, par exemple, ou bien dans l'Amérique du Nord. Simplement, gardez en tête, alors pour des raisons, effectivement, c'est pas très glamour, on n'a pas mis des courbes démographiques, j'en voulais, mais vous n'avez pas voulu. Je me suis dit qu'on en avait déjà pas mal, et pour rythmer. Mais il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit. Quand j'ai fait l'Atlas de la Terre en 2022, c'est le moment où on est dépassé officiellement, parce qu'on n'en sait rien à un demi-milliard près, mais on a officiellement dépassé les 8 milliards. Quand j'étais étudiant, c'était 3 milliards. Le premier milliard, on l'a atteint vers 1830. À l'époque de Christophe Colomb, c'était un demi-milliard. Au début de notre ère, on était à 100 millions. Et si je remonte au début du néolithique, c'était une dizaine de millions. Donc on était déjà partout, mais peu nombreux. Et déjà, ça faisait quelques dégâts. Mais maintenant, on est partout et nombreux. Alors évidemment, ça fait des dégâts. Et en plus, on a, grâce à cette mondialisation, grâce au dynamisme économique impulsé par l'or et l'argent d'Amérique, parce que grâce aux réseaux, aux liaisons, aux spécialisations mondiales qui se sont faites, on a, pour une bonne partie des humains, considérablement augmenté nos niveaux de vie. On est beaucoup plus riches que nos ancêtres il y a 2 siècles, chacun. Et dans bien des parties du monde. Quelques-uns, oui, ont un peu échappé, mais globalement, oui. Donc le résultat, c'est qu'on consomme beaucoup plus de tout. Donc évidemment, on pollue aussi. Alors c'est vrai pour les pollutions, c'est vrai pour l'exploitation de la main. Et là, on a une impasse, on a un problème. Ce qui fait que, si je voulais faire une phrase finale, je dirais qu'on est dans une tension entre internationalisation et mondialisation. L'internationalisation, c'est exactement ce qu'on voit se développer aujourd'hui. On a des interrelations, mais on construit des murs, on négocie, c'est entre nations, entre États, entre rapports de force, c'est du géopolitique pur. Maintenant, on a même inventé la notion de géoéconomie pour désigner ce rapport de force tel que quand on utilise par exemple les droits de douane. Et mondialisation, en l'occurrence, ça doit aboutir à aussi une évolution vers une société plus mondiale, ce que d'ailleurs sur le plan culturel, musical, sur la recherche scientifique, il n'y a qu'une seule recherche astronomique au monde. Elle est faite par des tas d'acteurs, mais il n'y a qu'une seule astronomie. Il n'y a fondamentalement qu'une seule science médicale. Elle est là aussi faite par des acteurs différents, mais globalement, elle contribue à mieux maîtriser nos processus biologiques. Eh bien, tous ces éléments mondiaux sont pour qu'effectivement, on a tout intérêt à s'entendre. Historiquement, une société n'a jamais réussi à se créer, à s'unir que quand elle était face à un ennemi.
la Chine, cette immense société qui est quand même un peu exceptionnelle, s'est construite face aux steppes et face au peuple des steppes qui était un péril vital pour elle. Donc il fallait s'organiser, construire une grande muraille, avoir des troupes. Bon, ça voulait dire un État puissant. Voilà. Et donc il y a 2000 ans d'État puissant, un peu plus même. Mais pour ça, il fallait un ennemi. Or, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de Martiens. Donc on va pas, c'est pas Independence Day ou une incarnation la guerre du monde, ennemi, en fait. on va pas pouvoir tous se lier sous la dimension des États-Unis en général dans ces films que je citais. Mais enfin bon, peu importe, la Chine fait la même chose. On va pas s'associer tous pour lutter contre un ennemi commun et bouter les Martiens hors de la Terre. Donc, mais si on n'a pas d'ennemis, on a de sacrés problèmes à gérer. Donc il faut gérer notre oikos, comme on dit en grec, notre maison commune. Maison, ça se dit oikos, écologie, mais aussi économie. Et nous y sommes. Et vous parlez de géoéconomie, et c'est un thème qu'on exploitera et qu'on étudiera samedi après-midi. Donc ce sera la première conférence des week-ends de Citéco sur ce thème-là. Merci beaucoup, Christian Grattalou. On a essayé de remonter le fil de l'histoire. Vous avez vu, bon, on a passé des étapes, hein, mais on a essayé d'être le plus clair possible pour montrer quand même ces grands mouvements. Je vous avais promis qu'il y aurait un temps pour des questions et un échange avec Christian Grattalou. Est-ce que l'une d'entre vous a envie d'oser lever la main en premier? Oui, monsieur. Maë va vous... Non, mais la première question est parfois difficile. Maë vous apporte un micro, merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé des Chinois, mais pourquoi les Chinois se sont arrêtés? Alors, je vais commencer par une anecdote. L'avant-dernier atlas que j'ai publié est un atlas historique du ciel que j'ai fait avec un astrophysicien qui s'appelle Pierre Léna. Et comme il se trouve que sa femme est chinoise, il était très très intéressé par l'astronomie chinoise. Et il y a une histoire commune à toute l'astronomie depuis la plaine du Gange jusqu'à l'Europe, jusqu'à la Méditerranée. Vous avez toute une histoire commune sur 3 ou 4 000 ans. Les Grecs n'ont pu travailler sérieusement que grâce à d'immenses computes de toutes les variations, de toutes les positions d'étoiles qui avaient été établies par les Babyloniens et avant eux des Assyriens ou les premiers Babyloniens. Il y a plus des computes de plus des datas, on dirait aujourd'hui, de plusieurs siècles en tout cas, qui ont permis aux Grecs de travailler. Donc le zéro a été inventé par des Indiens qui ont été retransmis, réutilisés par des Arabes qui l'ont transmis aux Européens. Là, vous avez un monde astronomique commun. La Chine, c'est un monde à part. Parce que c'est le fils du ciel, c'est l'organisation du ciel, c'est une autre pensée tout aussi savante, d'ailleurs jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, où là, il y a une modification en Europe. Donc, il y a un côté monde à part. Et pourtant, la toute première carte qu'on a vue reste vraie. C'est-à-dire que la Chine est dans cet axe de l'ancien monde qui est irrigué par des routes de la soie ou par des routes maritimes qui vont jusqu'en Chine. Donc, c'est à la fois un monde à part et un monde qui est relié aux autres. Donc, lorsque c'est un monde à part, entre autres parce que j'ai évoqué d'une phrase il y a un instant, il s'est construit entre le, disons, premier millénaire avant notre ère. Progressivement, on est passé d'une trentaine de petits États, mais qui n'étaient pas plus petits que ce qu'il y avait à l'autre bout de l'ancien monde, en Europe, autour de la Méditerranée, qui se sont regroupés, qui sont devenus finalement 5 grands empires qu'on appelait les royaumes combattants, et puis qui finalement, il n'y en a plus qu'un. Parce qu'il a fallu s'unir pour les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, malgré des hauts et des bas, l'histoire chinoise depuis 2200 ans, c'est une histoire unitaire. Donc, une histoire extrêmement autonome. Et de ce fait, les Chinois, ils considèrent qu'ils n'ont pas vraiment besoin des autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas cherché à faire des grandes découvertes. Quel intérêt ça avait? Ils allaient ailleurs, ils trouvaient des gens moins bien, des techniques, des choses qu'ils n'avaient pas. Et c'est d'ailleurs un travers qu'ils ont encore. C'est très difficile d'admettre que des humains sont venus d'Afrique. Il faudrait qu'ils soient autochtones. Enfin bon, il y a même les scientifiques chinois, les plus scientifiques, ils ont du mal
considérer qu'ils ne sont pas, depuis des millénaires et des millénaires, largement autonomes. Mais en tout cas, c'était parfaitement vrai. Une vision du monde, une représentation du monde qui persiste encore. Oui, ça, il y a des traces, mais c'est normal, parce que ça, c'est ce monde très autonome, très à part. Au XVIIIe siècle, la Chine est en pleine expansion. Elle est d'ailleurs en pleine expansion géopolitique, en Asie centrale, dans la Sibérie, sur les marges de l'Himalaya. Le Népal, par exemple, fait partie de ce monde chinois. Donc, ils s'en souviennent. Donc, vous avez quelque chose qui va être progressif. Bon, mais ils n'ont pas besoin des Européens. Exactement la différence des Japonais, c'était une société qui a été une société qu'on appelle de la traduction. C'est-à-dire, pour eux, ils avaient eu un grand frère, quelque chose qui était le monde chinois. Donc, ils avaient importé de la Chine le bouddhisme, la riziculture inondée, des techniques militaires, etc. Donc, au total, ils avaient l'habitude d'importer des processus. Donc, dès le XVIe, quand les Européens arrivent, ils trouvent que c'est intéressant, les armes à feu, que c'est intéressant le type d'acier que font les Européens, et ils vont importer les techniques. Quand ils trouvent les Européens très, très envahissants, en particulier ils veulent les convertir au catholicisme, au début du XVIIe, les Japonais éliminent les Européens. Ils gardent juste un contact avec les Hollandais pour pouvoir, mais très très circonscrit, pour pouvoir connaître ce qui se passe en Europe. Ce qui fait qu'au début du 19e, ils sont très proches de ce qui se passe en Europe, et la révolution Meiji n'est pas une surprise. Ils ont très simplement modifié leur structure politique pour les adapter à ce monde. L'inverse de la Chine. La Chine, au 19e siècle, elle a du mal à considérer que les Européens ont une quelconque supériorité, et pourtant, ils ont bien une supériorité militaire. Là, à ce moment-là, la seule qu'ils peuvent évidemment être obligés de reconnaître, c'est les guerres de l'opium, la première et la plus massive, en 1842. Les Européens essayent de s'emparer de la Chine comme du reste du monde. Sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, où l'Europe, vous aviez tous les pays du monde avaient été à un moment ou à un autre colonisés, sauf ceux qui sont en vert, et le seul gros, c'est la Chine. Parce que c'était un trop gros morceau pour les impérialismes européens. Ils ont essayé, c'est la question, mais ils n'ont pas vraiment réussi. Les Japonais aussi ont essayé, mais ensuite, ils n'ont pas non plus réussi. C'est un trop gros morceau. Mais voilà, la Chine, c'est un monde à part. Mais un monde, aujourd'hui, qui va compter lourdement. Je vous coupe un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. J'essaierai d'être plus bon. Bonsoir, merci. Une petite question sur le commerce maritime. Je sais que je crois que c'est 80% du commerce mondial, c'est le commerce maritime. Est-ce que vous pouvez nous parler des transporteurs? En fait, est-ce que c'est pas les grands vainqueurs de la mondialisation actuelle, c'est pas les transporteurs, donc oui. Les MSC, CMA, CGM, etc., qui eux, à mon avis, en profitent pas mal. Oui, sur le plan matériel, des objets matériels, vous avez parfaitement raison. On est devenu un monde de boîtes, enfin de conteneurs. Shanghai a battu l'année dernière le record mondial des ventes du fonctionnement de conteneurs de toute l'histoire. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement. C'est le transport maritime depuis, et je dirais même bien avant le XVIe siècle. N'oubliez pas que des sociétés se sont largement construites dans des face-à-face. On a tendance à avoir des territoires bornés par des littoraux, mais historiquement, vous avez beaucoup de sociétés qui ont joué un face-à-face. Il y en a une qu'on connaît parfaitement bien, c'est le monde romain. Le monde romain est lié par des routes. Ces routes sont d'abord les routes maritimes. Le monde romain, c'est la Mare Nostrum, puis les terres qui sont autour. Et puis, ça a été construit par la péninsule, à partir de la péninsule qui était au milieu. Là, Donc, il y aurait plein d'autres exemples que je pourrais donner, mais là, bon. Mais oui, vous avez raison sur le plan des objets matériels, du commerce au sens littéral du terme. Pour ce qui est des services, des pensées, des informations, Internet fonctionne par câble sous-marin, donc c'est l'essentiel. Vous avez raison, mais aussi terrestre et un petit peu par le ciel, mais enfin, pour le moment, c'est pas grand-chose. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, le monde est d'abord maritime. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre bras qui se lève? Oui, monsieur? Il y a les deux personnes là, Maë. Bonjour, il y a un point que vous n'avez pas évoqué, c'est la mondialisation des religions. Alors, peut-être que là, pour le coup, je vais me permettre de... Parce qu'en fait, comme Aurélie l'a dit, on est sur... Il y a plusieurs temps forts dans le programme que Aurélie nous a évoqué, et toute la partie sur la mondialisation culturelle, la mondialisation des religions,
c'est, je crois, à moins que tu me dises l'inverse Aurélie, mais une partie qui sera abordée à partir du mois de janvier, dans la deuxième partie de la saison. Et donc, je pense qu'on aura des conférences qui seront un peu plus dédiées. Je finis cette parenthèse, mais je laisse bien évidemment Christian Grattalou répondre sur cette question. Mais c'était important de vous dire que ce sera toute une partie du programme qui sera abordée après. Bon, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je crois qu'effectivement, ça mérite un long développement. C'est vrai que notre mondialisation est culturelle et aussi cultuelle, je suis bien d'accord. Et qu'il y a un certain nombre de religions majeures, mais qui sont issues de cet axe de l'Ancien Monde. Je vais juste essayer de dire des choses qui sont plus inhabituelles. On a tendance aujourd'hui à penser d'ailleurs une opposition entre les christianismes et les islams. En fait, c'est la même famille, hein, même que le judaïsme. C'est les religions du livre, une religion qu'on appelle souvent abrahamique. C'est la partie ouest de l'axe de l'Ancien Monde. Toute la partie est, ce qu'on peut appeler dharmique, c'est un monde issu de l'hindouisme, dont le bouddhisme. C'est-à-dire ce qui va être dominant en Chine, au Japon, etc. Donc vous avez debout, si vous voulez, deux éléments à partir de l'Inde ou à partir du Moyen-Orient qui se sont diffusés vers l'Ouest et vers l'Est. Comme il se trouve que c'est l'Europe qui a été plus mondialisatrice, évidemment, le christianisme a eu, comme les langues européennes, a eu une mondialisation. Mais vous avez là quelque chose qui est un élément, effectivement, important pour créer un niveau mondial parce que vous avez quand même une belle opposition, là on va retrouver la Chine, entre si vous mettez la religion d'abord, si elle est transcendante, c'est-à-dire supérieure aux politiques, ça c'est le point de vue des religions abrahamiques, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, elles ont toutes les deux donné le même message, ou bien alors qu'elles soient au contraire encadrées dans le politique de la société. Là, c'est même la variante confucéenne du bouddhisme en Chine. Donc, vous avez ce conflit entre le cultuel et le politique. Il a de l'avenir. Merci pour cette question. Et il y avait une autre... Bonsoir. Donc, la question, c'était depuis 50, 80 ans, les frontières sont relativement figées. On voit qu'en ce moment, il y a pas mal de prétentions à faire bouger un petit peu les lignes. Est-ce que il y a des fluctuations? Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers un clivage, justement, ou est-ce qu'on va aller vers une internationalisation? Alors, pas une internationalisation dans le sens de clivage, justement. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez plus vers là? Est-ce qu'on va revenir vers quelque chose de plus large? Je ne sais pas si la question est très claire. Oui, si. Les frontières, c'est une invention, la frontière au sens linéaire du terme, hein, c'est une invention du XVIIIe siècle européen. C'est ce qu'avant, ce que j'aime bien appeler le tiers spatial exclu. On s'est mis à dire, voilà, il y a une limite, puis d'un côté, on parle une langue, on a une religion, on a une structure politique, etc. Puis de l'autre côté, c'est pas pareil. C'était pas toujours comme ça, loin de là, c'était plus complexe, et c'est pas vrai non plus comme ça toujours. Mais globalement, oui. Ces limites incarnent ce qu'on appelle des nations. Bon, ça, c'est en tout cas des États. Et ces limites étatiques, qui sont souvent discutées dans le détail, parfois violemment, elles se multiplient. Et de plus, elles se durcissent. Donc, je serais très pessimiste pour répondre à votre question. Or, justement, ce que je constate, c'est que l'international se nourrit du fractionnement politique du monde. Et qu'au contraire, le mondial se nourrit d'un relatif effacement des frontières, type Union européenne, si vous voulez, mais il y a d'autres exemples, ou franchissement des frontières. Alors, le commerce international, plus on abaisse les droits de douane, plus effectivement on a ce type d'effacement. Il y a un calcul que j'aime bien faire. Quand, si vous prenez en 1950 le nombre d'États, je crois qu'il y en a reconnu à ce moment-là à peu près une cinquantaine ou soixantaine, et que vous divisez la population mondiale par le nombre d'États, vous avez quelque chose comme 35 millions. Chaque État a une moyenne de 35 millions d'habitants. Alors évidemment, ça va de pas grand-chose à la Chine, mais enfin bon. Si vous faites le même calcul en 1980, il y a eu les décolonisations. Il y a beaucoup plus d'États, mais la population a beaucoup augmenté. Vous faites la moyenne, 35 millions. Et puis, vous refaites le calcul après la chute de l'Union soviétique, l'effondrement de la Yougoslavie, etc. Bon, vous avez compris, 35 millions, alors que la population augmente. C'est-à-dire que vous avez là, alors c'est un hasard, hein, j'en déduis aucune immanence d'un chiffre, mais vous avez là un phénomène qui permet toutes les délocalisations,
tous les changements juridiques, toutes les possibilités d'aller placer son argent ailleurs, le fait qu'on ne peut pas imposer les très riches, tous les changements de réglementation qui fait que, par exemple, ce phénomène extraordinaire que l'Irlande, quand je l'ai connu dans les années 70, c'était un pays très pauvre, avec une natalité de pays sous-développés, est aujourd'hui le 4e pays par tête de pipe, enfin par PIB par tête au monde. C'est un des pays les plus riches au monde, l'Irlande, parce que c'est un petit pays qui en plus a la chance d'être anglophone, enfin même s'ils font semblant de parler le gaélique, ce pays effectivement était à l'intérieur de l'Union européenne. Enfin, il y a une configuration très particulière, mais c'est typiquement le genre de délocalisation extrêmement fragile. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas augmenter leur fiscalité. Merci beaucoup. On arrête et j'ai eu le petit signe de la tête. Et donc, merci de votre attention, de vos questions. Merci Christian Grattalou pour ces échanges passionnants. Et donc, vous avez tout le programme de la saison que vous pouvez aller consulter au moins jusqu'en décembre avec des conférences, des spectacles, des projections. J'espère vous revoir pour certaines conférences du samedi. Merci beaucoup. Merci.